J'ai l'impression que les étudiants sont concentrés dans la préparation des classes. Le vendredi, je lance le live, il n'y a personne. Alors qu'on doit parler de la préparation des classes aujourd'hui. Je vous assure, celle qui va aujourd'hui, qui est invitée aujourd'hui sur mon live, c'est 12 classes, c'est 12 modules validés en un semestre. Ça veut dire une prise de décision énorme. Prise de décision énorme. Elle vient de me dire qu'elle sera là dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Bonsoir. Bonsoir, l'enfant béni. Bonsoir, Flavien NG. Elle est là dans 5 minutes. Elle va nous dire comment elle a validé 12 modules en un semestre. Donc, nous avons qu'à patienter en attendant son arrivée. Allô, Namé, Mat Khalid. L'enfant béni, tu es déjà dans la période d'examen, ou bien de ton côté, c'est la période il y a encore beaucoup de temps avant les examens. Bonsoir le Thibaut. Alors, mademoiselle, madame Arlette est là. Tu as qu'à demander la participation au live et let's get it.
Hello, Allô, bonsoir déjà, Alex. ça va? Ah, ça va, et toi? Ça va, désolé pour le retard, mais j'étais encore à un appel. C'est pour ça que j'ai... Hmm, on peut comprendre. Les entrepreneurs indépendants n'ont pas toujours le temps. Donc, on va directement commencer. On ne doit plus trop perdre de temps là. Euh, Déjà, je t'ai fait venir cela, il faut que tu me parles parce que je pense que quand j'avais causé avec toi, tu m'as dit que tu as réussi à faire 12 modules en un semestre. J'étais surpris de savoir que tu as réussi à faire 12 modules en un semestre. Et avant toutefois qu'on ne commence, j'aimerais que tu te présentes brièvement pour que les personnes qui nous suivent puissent connaître qui tu es, qui est Arlette, euh, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Ok. C'est genre, ton stream, il est que sur Instagram ou bien... C'est juste sur Instagram. Ok. Bah, du coup, moi, c'est Arlette, j'ai 24 ans, je suis étudiante en droit franco-allemand. Euh, voilà, quoi. Et à côté de ça, ça fait 1 an et demi que je travaille en tant qu'entrepreneur digital et voilà quoi. Donc je pense que c'est ça l'essentiel, non? Ou il y a d'autres questions encore que je te... Bon, il n'y a plus d'autres questions. Maintenant, pour ton parcours, comment ça s'est passé? Comment tu t'es organisé pour pouvoir euh, réussir à 12 modules en un Ah, semestre? directement dans la question et tout. Comment, Ok. directement dans la question, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont suivre le live, même peut-être après l'enregistrement. Ouais, ouais, ouais. Ils aimeraient savoir comment tu as pu le faire. Ok. C'est genre, comment je vais expliquer ça? C'était pas quelque chose que j'avais le choix en vrai. J'avais pas le choix. C'est genre, j'ai commencé dans le cursus et quand je commençais dans le cursus, je savais que c'est quelque chose qui allait m'attendre en fait. Parce que quand tu fais un double cursus, parce que toi en cursus normal, tu as à peu près, je sais pas trop, 6 à 7 examens par semestre, c'est ça? Oui, oui. Exactement. Donc ça, c'est en fait ça. Et chez moi, c'est genre, c'est le cursus, donc un cursus plus un autre cursus qui s'ajoute. C'est juste que exactement ce qu'on faisait en Allemagne, on faisait à peu près en allemand, on le faisait à peu près en français aussi. Donc, ce qui fait que, du coup, je savais déjà que j'allais avoir des matières allemandes et j'allais avoir des matières françaises. Et après, maintenant, le système français, il était un peu plus différent parce que on avait, avant le Covid, parce que j'ai commencé à étudier en 2019, avant le Oui. Covid, on avait un peu un système, genre, les profs, nos profs de France, ils venaient en Allemagne. On avait des cours en bloc, ce qu'on n'a pas normalement dans le système allemand. Dans le système allemand, c'est plus jamais il y a des cours, genre, par exemple, on va dire pendant 2 semaines, on a telle matière qu'on va faire de 8 heures à 14 heures, par exemple. Ok, donc ça, on avait un peu avec le système français. Donc après, au départ, j'étais encore que étudiante et avec mon job étudiant, je me rappelle, je pense qu'au début, je sais plus trop, je pense que je travaillais en tant que vendeuse, donc chez Peek Cloppenburg, pour ceux qui connaissent. Donc, du coup, je travaillais là-bas, mais je travaillais à peu près 15 heures la semaine. Et les week-ends, je travaillais aussi. Donc, vu que je ne pouvais pas travailler à temps plein, donc en semaine, j'essayais juste de voir, je crois que c'était 2 fois la semaine que j'allais. Donc, j'allais, je faisais par exemple 6 heures de temps. Et une autre fois, j'allais, je faisais 7 heures de temps. Donc, j'essayais de répartir les heures comme ça. Et après, il y avait quelque chose aussi à l'époque, je ne sais pas s'il y a toujours ça maintenant, qui s'appelle ZenJob. C'est l'application pour les étudiants où tu peux voir quelle entreprise a besoin des étudiants ce week-end et je vais travailler là-bas. Donc c'est un peu comme ça que j'essayais de gérer mon temps pour travailler pendant le week-end, pour faire un peu d'argent et travailler aussi pendant la semaine, mais pas trop pour que ça prenne pas trop le temps par rapport aux cours, surtout quand j'avais les cours en bloc. Donc, c'est un peu comme ça que je répartissais mon temps. Donc, ça veut dire, comme je disais, j'avais pas vraiment le choix, en fait. Quand j'ai commencé le cursus, dès le premier semestre, c'était comme ça. Et après, j'ai pas écrit 12 matières que un semestre, mais je l'ai écrit chaque semestre, en fait. Donc, ça veut dire quoi? C'était, pour moi, c'était normal. Et c'était le premier cursus que je faisais à l'université. Donc, c'est la première fois que je rencontrais l'université. Donc, pour moi, c'était genre, OK, l'université, c'est ça, en fait, pour moi. OK, donc, du coup, dès le premier semestre, parce que moi, je pense que l'humain, c'est une personne qui s'adapte.
Donc, si par exemple, toi, par exemple, maintenant, si on te met à un cursus où tu dois faire 10 matières par semestre, pour toi, c'est chaud parce que tu connais pas comme ça, en fait. Mais pour moi, dès le premier semestre, c'était comme ça. Donc, ce qui fait que dès le départ, déjà, je me suis adaptée. Dès le départ, je me suis dit, genre, OK, autrement, ça passe pas. Donc, du coup, je vais essayer à chaque fois, de toujours donner le maximum, donc répartir mon temps, franchement, de manière très, très stricte. Après, il y avait des semestres où je passais pas toutes les matières, ça c'est normal. Et ce qui faisait que le prochain semestre était encore plus chargé parce qu'ils ne considèrent pas que, OK, si tu passes pas, tu vois, sauf, sinon tu vas toujours envoyer des matières, envoyer des matières. J'essayais toujours vraiment d'être très discipliné. Après, ça demandait beaucoup d'efforts, en fait. Genre, si on était, par exemple, sur une autre personne, j'allais vous envoyer des photos, des vidéos. C'est genre, j'avais un groupe d'études avec des très bons potes à moi qui étaient très proches de moi. Il y a des fois, on étudiait jusqu'à 3 heures du matin. Il y a des fois, on étudiait, genre, on faisait des rencontres à 6 heures du matin pour étudier jusqu'à 9 heures parce qu'on savait qu'après ça, il faut travailler. Après ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, du coup, on avait un emploi du temps très, très strict. La période d'examen, je coupais carrément les réseaux. Ok, je coupais les réseaux. À l'époque, quand je travaillais pas encore, parce que maintenant, les réseaux, c'est mon travail. Ok, à l'époque, j'avais encore mon job. Donc, du coup, c'était un peu gérer tout ça qui était chaud. Donc, je faisais toujours, pour moi, c'était une manière de, comment on dit ça? C'est un peu comme quand tu fais un régime, un diète. Tu te dis genre, OK, je vais couper ça, ça, ça. Donc, pour moi, les réseaux, c'était genre, je coupe les réseaux pendant 3 mois. Je prépare mon examen. Et dès que dès que je termine les examens, je vais remettre les réseaux. Donc c'est un peu comme, donc j'essayais de me priver de certaines choses. Et après, maintenant, quand j'ai commencé mon business, c'est encore là que c'est devenu un peu plus chaud. Parce que j'ai commencé en 2021. Et là, j'étais sur le point de déménager en France. Donc c'était, ouais, j'étais sur le point de déménager en France parce que j'ai commencé mon business en juillet. Et j'étais en période d'examen. Donc, c'était avant que je commence mes examens parce que je pense que les examens, c'était genre fin. Non, j'ai commencé en fin juin le business et les examens commençaient en juillet. Et je devais aller en France en septembre parce que la rentrée en France, c'est en septembre. Donc, un mois avant de l'Allemagne. Donc, du coup, là, je me disais genre, OK, j'ai commencé encore un projet en plus. Donc, il y avait mon travail, il y avait le business et il y avait les études. Et il y avait le déménagement, donc déménager complètement dans un autre pays, ce qui fait que c'était un autre système, etc., etc. Donc du coup, j'ai fait beaucoup de changements. C'était vraiment une période où je me suis dit, genre, je pense qu'il est temps que je me mette vraiment des priorités. Je pense qu'il est temps que je prenne vraiment les choses en main, en fait, parce que à ce moment-là, je me suis beaucoup posé de questions, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup pensé un peu, OK, à quoi est-ce que ma vie doit ressembler dans le futur? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie et tout? Et qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui n'est plus important pour moi? Au même niveau qu'il y a quelques mois, parce que beaucoup de choses ont changé. Donc, ce qui fait que j'ai fait une liste où j'ai écrit mes priorités sur un papier. Je me rappelle, j'étais complètement débordée et j'avais appelé mon mentor ce jour-là. Je me rappelle, je lui avais écrit tellement de messages. J'avais écrit des messages genre SOS, faut m'appeler, je sais plus quoi faire. Nanana, genre, j'étais vraiment débordée, franchement incroyable. J'étais vraiment au bout. Je lui ai écrit SOS, SOS, faut qu'on parle. Je sais pas quoi faire. Je sais plus quoi faire. Si je continue comme ça rien va se passer et tout. Dominique, il parle pas français, il fait juste genre. C'est genre, euh, j'ai lui envoyé un message. Et c'est genre, il voyait pas mon message en fait. Il voyait pas mon message. Chaque jour, j'écrivais, je l'appelais, j'écrivais, je l'appelais. Un jour, maintenant, il m'a dit, OK, on va faire un rendez-vous. On a fait un rendez-vous et c'est la première fois que quelqu'un m'a dit, genre, écris, c'est quoi tes priorités sur un papier. Écris toutes les priorités. À cette époque-là, j'ai écrit les cours, donc l'université, m'adapter en France et tout, côté système de l'école, de l'université, parce que c'est la première fois que j'avais des travaux dirigés, j'avais des sessions de plaidoyer à l'université, genre, il y avait vraiment beaucoup plus d'activités en France qu'en Allemagne. En Allemagne, on était un peu plus flexible, surtout que c'était le semestre Covid, et après, on arrive en France où il n'y a pas de semestre Covid, il faut aller à l'université, il y a des cours de 8 heures à 20 heures et tout, là, là. Donc, du coup, il m'a dit, écris tes priorités. J'ai écrit, genre, l'université, le business et le sport. Donc, c'est les 3 priorités que j'avais écrites. Rien de plus, rien de moins. OK? Il m'a dit, genre, c'est tout. J'ai dit, ouais, c'est tout. Et après, il m'a dit, genre, OK, donc ces 3 choses-là seront ton focus les 2 prochaines années. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe.
peu importe ce qui se passe. Donc, si un jour je t'appelle, je te dis genre, hé, Alex, comment tu vas? Où est-ce que tu es? Ou bien qu'est-ce que tu fais? Et que tu fais pas un de ces trois choses-là, c'est que tu veux pas réussir. C'est ce qu'il m'a dit. Et cette phrase-là, je l'ai jamais oubliée parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai ça dans ma tête. Et c'est genre, c'est quelque chose que moi, je dis toujours à tout le monde. C'est genre, le temps, il est là, en fait. On a 24 heures par jour. OK? C'est juste de définir, OK, qu'est-ce que je fais dans ma vie maintenant et combien de temps demande ces choses-là. OK? Les cours, pour moi, en France, c'était genre, en France, c'était grave chaud. Franchement, je dois dire la vérité. En France, c'était vraiment chaud parce qu'avoir cours toute la journée, c'était peut-être le mercredi que j'avais cours jusqu'à 12 heures. Donc, le mercredi, c'était un jour pour moi que j'utilisais beaucoup pour mon business. Et le week-end, je faisais les devoirs. Donc, j'essayais de faire mes devoirs vendredi soir pour que le week-end, j'ai pas trop de devoirs à faire parce que les devoirs étaient plus pour rendre le lundi. Donc, j'essayais de faire donc, la nuit du vendredi soir. Parfois, j'étais debout jusqu'à 4 heures du matin, mais je savais que, OK, samedi, je peux dormir un peu plus longtemps. Et après, j'ai le temps pour ma team parce que je montais déjà aussi une team. J'ai le temps pour ma team. J'ai le temps pour faire autre chose qui n'a pas à voir avec l'univers. Donc, ce qui fait que le samedi, pour moi, c'était que le business et le dimanche matin. Après, maintenant, le soir, je me préparais pour les cours le lendemain. Donc, comme je disais, en vrai, je pense qu'il y a des gens qui écrivent même plus de 12 examens par jour, par semestre. Je pense il y a même ça. Donc, ça veut dire quoi? C'est possible, en fait. C'est juste que, comment est-ce que l'adaptation déjà pour toi est? Est-ce que tu acceptes la situation? Parce qu'à chaque situation où on est, on doit juste accepter la situation. Moi, j'ai accepté. C'est un système que j'ai trouvé comme ça. Et du coup, j'avais pas d'autre choix. Je pouvais pas dire que, OK, je fais que 6 examens parce que sinon, un autre semestre, je devais rattraper ces examens-là. Donc, c'était plus sage pour moi de dire que, OK, je vais sacrifier maintenant. Je vais investir le temps pour ça. Je vais faire le travail qui est nécessaire pour ne pas accumuler beaucoup de tâches et puis être perdu en fait les prochains semestres ou années à venir. Donc ce qui fait que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup sacrifié. Donc en vrai tout est possible en fait. Tout est possible, surtout à l'université. Tout est possible. Genre s'il y a des personnes qui ont fait le cursus avant toi, qui ont pu passer le cursus et tout, ça veut dire que toi-même tu peux le faire. La seule question c'est quel sacrifice est-ce que tu es prêt à faire? Parce que moi, les sacrifices que je faisais, c'était par exemple, j'étais dans un nouveau pays avec des potes à moi, c'était dans ce live, elles pouvaient justifier ça. On était dans un autre pays et vous pouvez imaginer ce que la plupart des étudiants étrangers font, c'est quoi? Ils essaient de décorer déjà le pays, ils essaient de décorer la ville, ils vont au cinéma, ils vont dans les restaurants, ils vont... Moi, je faisais pas ça en fait. C'était des choses que je faisais pas. À ce moment-là, mes amis se disaient genre, mais toi, t'es quel genre d'amis? En fait, on veut sortir, on veut voir le pays, on veut faire ci, on veut faire ça. Mais moi, je leur disais genre, c'est 2 heures de temps que j'investis dans quelque chose qui va pas me rapporter à long terme. Donc, j'allais pas. À chaque fois qu'elle sortait, moi, j'étais dans mon appart, je travaillais, j'étudiais, je faisais mes devoirs. Et le temps que j'avais de libre, j'investissais dans mon business. Le temps que j'avais de libre, j'allais courir. Et c'est quelque chose, c'est une discipline que j'avais aussi développée en France pour avoir un peu une autre routine, pour ne pas avoir juste université, business. J'allais courir chaque matin. Donc, il y avait un parc à côté de notre truc étudiant. Et j'habitais près de l'université. C'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé. Donc, parfois, j'étais à la maison, j'ai une pause de 15 minutes, je rentre chez moi. Donc, franchement, notre campus, il était là et j'habitais directement en face. Donc, ce qui m'a aussi beaucoup facilité les choses. Donc, parfois, j'avais une petite pause, je rentre, je vais faire un appel, je vais passer un appel et tout. Donc, franchement, j'essayais de gérer le temps que j'avais au maximum possible. Maximum possible. Donc, discipline, franchement, avoir un bon time management, et croire en soi-même en fait, croire en soi-même. Et aussi ce qui est important c'est de développer de l'amour pour ce qu'on fait, parce que si je pense que si c'était quelque chose que j'aimais pas, j'allais pas pouvoir le faire comme ça assez bien. Donc du coup avoir aussi de l'amour pour ce que tu fais, que ce soit pour un cursus, que ce soit pour un business, quoi que ce soit, et de savoir où est-ce que tu vas aller en fait. Moi j'avais toujours dans ma tête, je veux avoir mon organisation juridique, j'aimerais aider d'autres personnes, j'aimerais être moi-même juriste en fait, parce que beaucoup de personnes me disaient toujours ouais mais pourquoi en fait est-ce que tu veux toujours continuer les études, pourquoi est-ce que tu veux continuer dans ce cursus là? Moi je me suis dit genre ils m'ont dit genre tu peux avoir une organisation juridique sans toi-même être être juriste. Tu peux gérer une organisation juridique sans être juriste. Ça veut dire quoi? En vrai, si tu as les moyens, tu n'as même pas besoin du diplôme. Mais moi, j'ai dit, je veux être quelqu'un qui pratique, en fait.
de droit. Je vais être quelqu'un qui est vraiment juriste. Je ne veux pas juste aider d'autres personnes en étant genre, dans le background, mais j'aimerais, même si je ne fais pas activement, j'aimerais pouvoir le faire. J'aimerais avoir les notions. J'aimerais vraiment être moi-même en mesure de le faire. Et après, qui dit organisation dit moyen. Je ne peux pas aider des personnes si j'ai pas la possibilité de m'aider moi-même et aider ma famille. Donc, du coup, c'est pour ça que j'avais besoin de quelque chose qui va me faire des entrées, que je puisse vivre ma passion sans dépendre de l'argent déjà. Donc, ça veut dire quoi? Que je fasse pas un truc que j'aime faire juste parce que je veux avoir de l'argent. Non, je voulais déjà être libre financièrement et de temps. Et ensuite, maintenant, pour pouvoir investir le temps dans mon organisation. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je voyais toujours les choses. J'ai toujours eu ces visions-là dans ma tête. J'ai toujours cette vision aujourd'hui. Parfois, je regarde et je me dis, genre, c'est possible, en fait. C'est possible. Et c'est ça, en fait, qui fait, tu continues de travailler. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Ouais, tu as de long à large bien répondu à la question. Bon, ce que je retiens, c'est que tu as pu réussir à 10 examens en un semestre parce que c'était un peu comme ça. Tu étais dans un système, avec un système franco-allemand qui t'obligeait à écrire 10 matières par semestre. En Parce que la effet. majorité des étudiants, peut-être, qui nous suivent, sont dans un système unique où le minimum, c'est 7 matières. Pour eux, c'est normal. Mais moi, par contre, quand j'arrive en Allemagne, j'avais un semestre de retard à cause du corona. Et je voulais rattraper tout ce retard à une fois. Parce que je ne pouvais pas composer depuis le Cameroun. Donc, Mhm. je voulais prendre 10 matières. Et je suis déjà allé je me suis rapproché d'un mentor qui me disait, lorsque tu te fixes ce genre d'objectif, et c'est pareil pour toi, tu avais fait certains sacrifices, tu ne sortais pas, tu restais à la maison pour apprendre. Et le mentor me dit, chaque jour, tu dois apprendre minimum 2 matières. Comme ça, tous les jours. Et le temps avec les amis, tu ne dois plus perdre le temps avec les amis lorsque tu as Ouais. ce type d'objectif. Donc, je pense que c'est la même chose. On peut faire, même, on peut réussir à écrire 10 matières ou 12 matières par semestre, mais il faut une discipline pour cela. Il faut vraiment se dire, je le fais. C'est quoi? Il faut Ouais. se décider à le faire et payer le prix pour. C'est ça. J'ai remarqué que c'est genre, par exemple, ce que tu dis, tu essayais de faire quelque chose de plus que la normale. Parce que la normale dit que tu écris 6 matières par semestre. Tu vois, tu essayais de faire quelque chose de plus que la normale. J'ai remarqué que pour avoir des résultats plus que la normale, tu dois te comporter exactement plus que la normale. Tu vois, la normale, c'est genre un étudiant basique. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant la semaine, il va en cours, il va au travail. Le week-end, il va peut-être travailler si c'est quelqu'un qui travaille le week-end. Et le soir, il est avec ses potes. Le soir, il est avec ses potes, il fait la fête, ils font des chill, ils font des trucs et tout. Là, ça, c'est un étudiant normal. Mais en tant que toi, étudiant qui veut plus, peut-être en une courte période de temps, en allemand, on dit le extra mile. Tu dois faire un step que les autres, ils sont pas prêts à faire. Tu vois, et je pense que déjà, cette mentalité, je l'avais depuis, parce que quand je suis arrivée en Allemagne, vu que je suis née au Cameroun et j'ai fait une partie de ma vie aussi au Cameroun, donc quand je suis arrivée en Allemagne, déjà, je me rappelle quand je suis arrivée à l'école, on m'avait renvoyé de quelques classes. Ok, donc ça veut dire quoi? J'étais déjà. Donc c'est genre, je suis arrivée à l'école, j'avais pas appris d'allemand ou quoi que ce soit. Je suis arrivée à l'école, je parlais pas allemand et on m'a mis dans une classe d'allemand. Et j'étais genre, c'est genre, après les cours, j'étais à l'école pour apprendre l'allemand pendant que les autres ils rentraient à la maison et ils se posaient et tout. Donc déjà, depuis le départ, j'avais déjà cette mentalité-là, je dois faire plus que les autres. Est-ce que tu vois un peu? Je dois faire plus que les autres. Et avec tous les profs qui te disent genre, hey, il y a des gens qui sont nés en Allemagne, ils vont faire, ils ont besoin de 13 ans pour faire le bac. Et toi, tu viens et tu veux le faire en 10 ans ou bien en 9 ans. C'est pas possible. Tu vois un peu genre toutes ces choses-là qu'on te dit et tout. Et après, maintenant, comment je l'ai fait, c'était aussi une preuve pour leur montrer que c'est possible en fait, parce que c'est genre c'est pas pour flex ou quoi que ce soit, mais j'ai eu un des meilleurs bacs dans mon lycée. J'ai eu un bac avec 1,7, c'est pas normal. Pourtant j'avais du retard par rapport aux autres. Tu vois un peu. Donc, ce qui fait que j'avais toujours cette mentalité-là, je dois faire plus que les autres. Et le fait que déjà dès le départ, dès mon premier jour en Allemagne, je savais que après les cours, je reste à l'école, j'apprends l'allemand pendant 4-5 heures de temps avant de rentrer chez moi. J'ai adapté ce système-là toute mon école, jusqu'à dans le lycée. Donc je restais toujours, c'était automatique pour moi en fait. Après les cours, je reste à l'école,
Après, à un certain moment, je restais avec mon meilleur pote. On va apprendre, on va échanger. Parfois même, on n'apprenait pas, mais je restais au lycée parce que je connaissais que ça, en fait. Après les cours, je reste à l'école et je fais un peu de trucs. Et parfois, même quand je rentrais à la maison, là, c'était un peu plus chill. Donc, je vais rentrer à la maison, je vais peut-être apprendre quelques temps. Mais après, je suis posée. Et c'est pour ça que j'ai commencé aussi à travailler tôt, parce que j'avais du temps. Après les cours, j'allais au travail, les week-ends, j'allais travailler, pendant que le week-end, les autres personnes partaient faire la fête, ils partaient avec des amis et tout. Donc moi, j'avais toujours cet esprit de discipline là. Et je pense que je l'ai cultivé par rapport à, on va dire, aux pas assez bonnes conditions que j'avais par rapport aux autres. Et je sais pas si tu comprends. Genre, j'avais pas les meilleures conditions comme les autres. Je suis arrivée dans une classe où je sais pas parler la langue, je connais personne, je connais nanana, donc je dois me battre en fait. Je dois me battre, je dois savoir comment ça se passe et tout, nanana, et donc c'est un peu ça. Donc je pense que J'aurais une question aussi, parce que Euh, faire cet extra-là, c'est souvent aussi, il faut faire un temps en plus ciblé, parce que chacun doit se connaître ou bien connaître ses lacunes, quoi. Donc, chacun doit connaître peut-être en telle matière, il me faut peut-être faire plus d'efforts, ou bien en peut-être tel chapitre, il doit faire plus d'efforts. Je pense aussi important de savoir, euh, de travailler sur sa personne, savoir où j'ai des lacunes et comment peut-être améliorer. Parce que je pense aussi ça qui aide lorsqu'on veut faire plusieurs modules en un semestre. ouais, bien sûr. Euh, je voulais que tu passes aussi sur cette partie-là. Tu Ouais. essaies un peu Euh, d'expliquer. Bah, chez moi, j'essayais de voir, il y a des modules qui pèsent plus que les autres modules, surtout en école de droit. Il y a des matières, par exemple, comme, ok, je sais pas comment je vais traduire ça maintenant en français, mais il y avait des matières, par exemple, comment est-ce que je peux traduire ça? Des matières de droit privé, par exemple, qui étaient qui demandaient beaucoup plus de travail et de préparation oh my God, de cas, de préparation de cas que des matières de droit public. Parce que les matières de droit public, c'est quoi? Ce sont des lois qui sont déjà écrites. Ce sont des lois qui sont genre fixes. Donc, c'est genre, tu dois par exemple étudier un cas de quelqu'un qui a mal garé dans un parking. C'est genre, il y a déjà des cas qui ont été traités de cette sorte-là, ce qui fait que c'est beaucoup de, genre, tu étudies juste, mais t'as pas besoin de travailler ça, en fait. T'as pas besoin de résoudre des cas chaque jour. Pourtant, des matières de droit privé, c'est genre, c'est une situation, par exemple, entre toi et moi. OK, toi et moi, on a eu un cas de, je sais pas trop quoi. Genre, t'as volé ma voiture, par exemple. T'as volé ma voiture, mais moi, j'ai fait en sorte que ma voiture soit volée. Donc, ça veut dire quoi? J'ai pas fait attention de bien protéger ma voiture et puis, du coup, t'as volé ma voiture. Tu vois un peu, donc c'est un peu des cas où tu dois travailler chaque jour différents cas et attendre pour pouvoir avoir vraiment une bonne note ou bien une bonne préparation des examens. Pourtant, comme je te disais, dans le droit public, c'est un peu genre, c'est des cas de tous les jours. C'est des cas de, donc même ce qui s'est passé dans 15 ans, tu peux résoudre un même cas aujourd'hui. Tu vois, je sais pas si tu comprends un peu, donc essayer de voir. Là, tu te réfères au test de loi pour pouvoir répondre aux questions. Ce n'est pas comme le droit privé où les cas sont un peu différents. Il faut beaucoup Exactement. réfléchir. Donc, vous devez essayer juste de voir c'est qu'est-ce qui est plus important maintenant, qu'est-ce qui est quelle matière par exemple te donne plus de points, combien de matières sont dans un module parce que chez nous par exemple, il y a des modules où tu as trois matières, il y a des modules où tu as deux matières, il y a des modules que c'est une seule matière par exemple. Donc c'est un peu ça. Donc essayer de voir vraiment qu'est-ce que je maîtrise le plus en fait parce que moi j'ai des amis, ils étaient mieux en droit public, il y a des personnes qui étaient mieux en droit privé, moi j'étais mieux en droit privé mais en examen, le droit privé, il m'aimait pas. Ok, donc c'est genre, j'aimais parce que c'était super intéressant, mais les notes étaient toujours bizarres en fait, parce que mes notes de droit public, bizarrement, quelque chose que j'aimais pas vraiment, parce que pour moi c'était ennuyant, mais j'avais toujours les meilleures notes en droit public qu'en droit privé. Je pense que ça se comprend un peu, parce que le droit Ouais, privé ouais. est tellement compliqué en fait. Tu peux faire un cas, tu peux résoudre un cas et tu crois que tu es sur la bonne voie, pourtant tu as complètement foiré en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est de travailler un peu. Donc, je savais que à ce moment-là, je devais plus avoir mon focus sur le droit privé. C'est vrai que ça me passionnait, mais les notes étaient jamais ce que j'attendais en fait, parce que je suis toujours presque à côté de la plaque en fait, peu importe à quel point je révisais. Donc faire attention à ce genre de choses-là. Et maintenant, par rapport au travail en groupe, au travail avec les amis.
Je pense que le travail avec les amis, comme tu l'as dit, il y avait les amis qui comprenaient certaines parties plus mieux que toi. Ouais, ouais, ouais. Et je par le lycée, j'ai un professeur qui disait tantôt, il ne faut pas longtemps chercher ce qu'on a déjà trouvé. Parce que lorsque tu as quelqu'un proche de toi il y a peut-être, qui sait comment résoudre un exercice, ou bien résoudre un cas en droit, ça ne vaut pas la peine de te casser la tête à trouver la solution tout seul Ouais. ou de te rapprocher de ton ami et résoudre l'exercice. Je voulais que tu passes aussi sur ce point parce que pour réussir plusieurs modules en un semestre, je pense qu'il est nécessaire de travailler en groupe ou bien d'avoir un groupe avec lequel on se fixe l'objectif de réussir ces matières et on travaille ensemble et on voit des lacunes de chacun. On essaye de s'entraider, quoi. Je pense Mm. aussi un point important lorsque on veut en un semestre valider plusieurs matières, c'est ça. Mes pauvres amis qui parlent que allemand, qui entrent ici en fait et qui sont déçus. Euh, Prochainement, on va parler en allemand. donc du coup, pour la question, ça m'a beaucoup aidé. Ok, je pense que sans ce groupe-là, j'aurais pas vraiment réussi comme j'ai réussi à ces examens-là. Je pense que c'est aussi une très bonne question. Chaque personne, peu importe ce que tu étudies, trouve-toi un groupe d'études. Trouve-toi un groupe d'amis qui veulent vraiment autant que toi étudier avec eux, en fait. Parce que c'est exactement ce que tu as décrit. C'est exactement, j'ai une pote, elle, c'était une machine en droit privé. C'était une machine, genre, mais après, elle avait déjà commencé des études avant nous, mais elle avait changé d'université et du coup, elle devait reprendre complètement le cursus. Donc, elle avait déjà un peu plus d'expérience. Elle, c'était genre, peu importe quel cas tu viens, elle est prête. Tu vois, elle était bonne en droit privé, c'était franchement incroyable. Bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, elle, par exemple, il y avait d'autres personnes que ils n'étaient pas forcément bons, mais ils avaient plus de compréhension du droit public. Ça veut dire quoi? Quand on va avoir un cas, parce que nous, on travaille qu'avec des cas, quand on va avoir un cas, ils vont directement comprendre ce que le cas veut dire. Pour ton droit, normalement, tu dois lire un cas 1 heure de temps pour le comprendre. Tu vois, donc du coup, ils vont comprendre directement de quoi il s'agit, ils vont comprendre directement c'est quoi qu'il y a à faire. Et moi, j'avais beaucoup moi, c'était genre, je me retenais beaucoup des choses. Je retenais beaucoup des choses. Donc, ça veut dire quoi? En droit, par exemple, c'est comme dans les mathématiques ou bien quand tu apprends quand tu es en informatique ou quoi que ce soit, je pense que vous avez des formules. En droit, c'est exactement comme ça. On a un schéma. On a un schéma par lequel on doit résoudre des cas. Donc, ça veut dire que moi, j'avais la facilité de remarquer ces cas-là, de remarquer ces formules. Donc, du coup, par exemple, je sais s'il faut gérer un cas de conflit entre la police et une personne, on doit faire cet article et cet article se passe comme ça, comme ça, comme ça. Ça, des choses comme ça, je savais remarquer. Donc, si par exemple, mon pote qui est bon en compréhension me dit genre, hé, Alette, il s'agit de tel sujet. Moi, je vais sortir directement la formule. Ok, donc c'est un peu comme ça qu'on travaillait en fait. Donc on essayait de se compléter. Chacun avait ses points forts et ses points un peu faibles et on complétait nos lacunes en fait. Donc c'était un travail d'équipe. Genre, on s'aidait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en apprenant ensemble, on écrivait les examens ensemble. On n'avait pas le droit, mais on écrivait les examens ensemble. Euh, voilà. Donc, on composait ensemble et tout pendant le Covid parce qu'on pouvait écrire en ligne. Donc, on composait ensemble. Et voilà, quoi. Donc, franchement, c'est le groupe. Je te jure que si j'avais pas de groupe, j'allais peut-être abandonner mes études au départ. Franchement. Mais le groupe a vraiment beaucoup aidé. Vraiment, on était toujours, soit on était chez moi, soit on était à la bibliothèque, soit on était chez notre pote. Donc, on était toujours vraiment ensemble. C'était la clique, en fait. J'aurais encore une question pour toi. Et lorsque tu planifiais tout, tu travaillais dur pour arriver pour atteindre tes objectifs et que ça ne marchait pas, comment Mhm. faisais-tu pour te relever et repartir dans la même logique de faire 10 matières le semestre qui suivait? Ouais, je dois dire, c'est une bonne question, oh my God. Avant mon business, j'avais pas vraiment cette faculté-là d'accepter les choses. J'avais pas cette faculté-là de comprendre les choses parce que déjà en étant une personne qui a presque toujours eu de bonnes notes, parce que je suis une personne qui écrivait toujours de bonnes notes, parce que moi j'aime l'école en fait. J'ai aimé l'école et j'aime l'école. J'aime étudier, ça me passionne, j'aime bien. J'aime pas parce que c'est pas que j'aime bien par rapport au système de l'école, mais c'est juste que j'aime bien apprendre de nouvelles choses, peu importe ce que c'est. Donc du coup,
à l'université, ça devenait chaud parce que c'était plus comme à l'école. Ok, c'est genre premier semestre, t'écris des matières et tu passes pas trois matières en fait. Et pour moi, c'était genre, j'appelais mon père et je disais à mon père, il y a quelque chose qui va pas en fait. Genre, je pleurais. J'étais ce genre de personne-là en fait. Je passe pas un examen, je pleure. Ou je passe pas avec la note que j'attendais, je pleure. Et je pleure vraiment en fait. Genre, je suis vraiment triste, tu vois. Mais mon père, il me disait, genre, à l'université, c'est autre chose. À l'université, tu peux pas attendre d'avoir des trucs comme à l'école. À l'université, c'est genre, tu dois commencer à chercher toi-même, tu dois faire des recherches parce que je n'avais pas trop cette mentalité-là, en fait, de faire plus que ce qu'on me donnait à l'université, mais de plus chercher, en fait, tu vois, genre, les trucs de recherche et tout ça. C'est vrai qu'à l'école, on faisait déjà beaucoup de recherches, mais c'était pas dans toutes les matières. Donc, du coup, il fallait que je développe aussi cette personnalité-là de devenir forte, de devenir, genre, peu importe ce qui se passe, ça devait arriver. Mon père, il me disait toujours, genre, c'est parce que le semestre prochain, tu vas être meilleur. Genre, Dieu, il t'a donné cette note-là, juste parce qu'il savait que tu as quelque chose que tu as oublié, et l'année prochaine, tu seras meilleur, en fait. Donc, imagine, tu passes cette matière-là avec une meilleure note. C'est mieux pour ta moyenne. Tu vois, donc c'est comme ça qu'il me remontait toujours le moral et tout. Et comme je disais au départ, c'était difficile, mais après, Dieu merci, c'est à partir, je crois, du troisième semestre, j'ai commencé à accepter en fait. Pour moi, c'était genre, ok, je regarde les notes sont sorties, je regarde les notes, si j'ai pas passé une matière, bah tant pis. L'année prochaine, je vais le refaire et je serai mieux. Genre, c'était toujours genre, ok, de toute façon, je serai mieux parce que je pense que pire, on peut pas faire, tu vois. Donc, j'avais toujours cette mentalité-là, genre, peu importe si je passe pas, le semestre prochain, ce sera mieux et du coup, j'aurai une meilleure moyenne. Donc, ça veut dire, toi, tu as déjà, bon, tu as pris le temps de comprendre que ça ne sert à rien de te plaindre, ou bien de Exactement. dire que c'est difficile, mais il fallait Ouais, accepter et se préparer pour le semestre qui suit. Parce que de toutes les façons, le semestre qui suit ne sera pas férié. Il y aura encore la possibilité de composer l'examen. exactement. Je savais que ça pouvait pas aller plus pire que maintenant. Tu vois, donc du coup, je me disais, genre, ça me donne encore un semestre de plus pour mieux apprendre. Et, et comme je disais, c'est comme si tu as une vision, en fait. J'avais déjà la vision que je serai mieux le semestre prochain. Du coup, ma moyenne à la fin sera mieux parce que je vais avoir une meilleure note. Parce que si j'avais passé maintenant, j'allais avoir peut-être un 4. Ok, un 4 qui fait genre chez nous, quand tu as un 4, tu passes. Ok, si Oui. j'avais un 4, j'ai passé. Mais imagine le semestre prochain, j'ai pas un 4, mais j'ai par exemple un 8. Ça me fait une meilleure moyenne à la fin. Tu vois, donc c'est un peu comme ça que je pensais. Je me disais genre, peut-être c'est pas mal que j'ai raté l'examen en fait. Tu vois un peu, donc c'est comme ça que j'avais toujours cette vision-là. Ok, le semestre prochain, je serai meilleure parce que déjà, je connais la matière. Déjà. Ça veut dire quoi? J'ai pas besoin de trop me casser la tête. À la fin, je dois juste réviser. Et nous, on avait je sais pas comment on appelle ça en français, c'était des livres où il y a des cas que des auteurs ont déjà traités en fait. Donc ça veut dire quand je vais juste m'acheter un livre comme ça, je vais traiter différents cas, genre je traitais un cas par jour. Donc je vais traiter différents cas et je vais faire des notes et à l'examen je serai meilleure. Donc c'est toujours cette mentalité là dans ma tête, je vais être meilleure en fait, j'ai plus de temps, j'ai plus de FA, d'expérience. Ouais. Donc, ça veut dire ne pas stresser et dire non. Le semestre qui vient, je vais donner tout pour avoir une meilleure note, quoi. En fait, le stress t'apporte rien parce qu'en vrai, tu rates un examen, tu es triste. Et après quoi? Tu as toujours raté l'examen. Tu peux actualiser ton système de notes 150 fois. Il y aura toujours ce rouge-là. Tu vois? Donc, Mais du coup, maintenant, il y a ce problème-là, par exemple, que, il y a un nombre de fois qu'on peut composer une matière, et lorsque tu dépasses ce nombre de fois, tu peux être exmatriculé. ouais. Est-ce que Euh, tu as eu à tomber dans ce cas-là? oui, je suis tombée dans ce cas-là une fois. Mais c'est genre, c'était pas un gros problème. Pourquoi? Déjà, chez nous, on a eu la chance que on a commencé, donc 2019, on a commencé. Là, je vois, il y a José, on étudie ensemble. Donc, on a commencé en 2019. Donc, en 2019, c'est genre, c'était encore une année normale. Mais à partir de 2020, je crois, Covid venait. Donc, Covid, on avait la possibilité d'écrire sans que, donc, si tu rates une matière, ça compte pas. Tu vois, donc ça, je pense que ça a sauvé beaucoup de personnes. Mais j'ai eu un petit problème l'année dernière. Donc, ce qui fait que j'ai raté une matière que j'avais déjà composée deux fois. Donc, du coup, c'était le dernier essai. Et j'avais beaucoup de pression. Mais après, en vrai, j'avais pas trop de pression. Pourquoi? Parce que c'était une matière de premier semestre que je connaissais très bien.
et que j'avais pas raté parce que j'étais pas bonne en la matière, mais parce que j'avais eu un soupçon de triche. Ok, je t'ai parlé des examens de groupe qu'on écrivait ensemble. Donc ça s'est pas bien passé cette fois-là. Ça s'est pas bien passé cette fois-là. Et du coup, les examens étaient trop pareils. Donc du coup, nous tous, on a eu un zéro à la matière. Et ça a compté en fait sur un essai. Ce qui fait que après, je connaissais la matière. C'est une matière qui était super facile en vrai quand t'es en sixième semestre et c'est une matière de premier semestre. Bien sûr, tu connais la matière, tu connais très bien la matière. Donc du coup, j'ai recomposé la matière. Je crois que c'était le semestre dernier. Je crois que c'est le semestre dernier. J'ai recomposé la matière. Et c'était en vrai, quand je regardais mes notes, c'était la seule matière qui me stressait parce que j'étais genre, oh my god, si je rate ça. Et surtout pour ce genre de matière-là, c'est vraiment très moche. Tu vois, c'était pour moi, genre, c'est inutile en fait parce que c'est une matière de premier semestre. Donc ça fait pas de sens. Donc ce qui fait que, après, j'ai validé la matière. Donc du coup, j'étais calme en fait, tu vois. Donc j'ai validé la matière et après, ça s'est bien passé en fait. Mais c'est juste que je pense que dans ce cas-là, c'est super stressant, surtout pour les étudiants qui sont quand tu arrives dans une situation où tu as ton troisième essai, c'est chaud. C'est vraiment chaud, en fait. C'est très, très chaud. Surtout quand c'est une matière voilà. Où tu te dis, genre, en vrai, c'est pas une matière assez grande que ça. Genre, si je rate une matière, genre, de ouf, ok. Il y a des matières, je valide pas. Je me dis, genre, ok, j'aurais de toute façon même pas validé cette matière-là. Je sais pas ce que j'attendais. Mais il y a des petites matières où tu te dis, genre, si je rate cette matière-là, franchement, c'est inutile, carrément. Il y a José qui se moquait de toi. Bon, Ouais, maintenant, il se moque de lui-même en fait, parce que lui, il était pire que moi en vrai. C'est genre, franchement, mais cette année-là, on n'a vraiment pas eu de la chance parce on a composé cet examen-là. Mais je pense qu'on aurait pu déjà l'imaginer parce on n'aurait même pas pu l'imaginer en vrai parce qu'on a composé, on n'a pas écrit les mêmes choses, mais tous les schémas étaient pareils et tout, et tout, et tout. Donc, ce qui fait que on a tous eu un zéro en fait. On a tous eu un zéro et c'était pas très bien, mais bon, ça arrive. la dernière question avant la question de sortie, avant la conclusion. J'aimerais savoir, pendant le semestre et pendant la période de préparation pour les examens, est-ce que tu avais des organisations différentes? Est-ce que tu arrêtais le boulot pour te concentrer uniquement sur la préparation des examens ou bien tu réussissais à t'organiser pendant tes 24 heures ou bien pendant ta semaine jusqu'à ce que tu travailles toujours 15 heures et tu réussis à te préparer pour tes examens? Comment ça se passait? Et Euh, peut-être à un certain niveau, tu avais encore le business qui venait ouais. en plus de tout cela. Comment tu t'organisais, surtout pendant la période de classe, pendant la période Je d'examen, pour que tout le pense que monde t'entende. j'avais fait quelques semestres, donc j'ai arrêté de travailler pendant la période d'examen, je pense, mais je l'ai fait peut-être, je crois, deux semestres juste, mais je l'avais fait même pas pour moi parce que je pense que mon père il m'avait dit arrête et tout et concentre-toi sur les examens. Mais après, c'était différent parce que je recevais le BAföG. Ok, donc je recevais une aide financière. Donc en vrai, je travaillais pour avoir plus d'argent, si je suis honnête, parce que ce que je recevais normalement du BAföG, ça suffisait normalement pour payer mon loyer, payer mes factures et prendre soin de moi. Ok, donc ça veut dire quoi? Si je travaillais encore en plus, c'était pour avoir plus. Mais le problème que j'avais aussi parfois, c'est que le BAföG, c'est un truc que tu fais une demande au début d'année et tu reçois pas directement au début d'année, mais ça vient peut-être en février. Tu vois, donc du coup, pendant ce temps-là, je travaillais beaucoup. Et après, maintenant, dès que j'avais le BAföG, je réduisais mes heures de travail. Pendant les examens, je pouvais choisir, OK, est-ce que je continue de travailler ou bien je mets un break. OK, et surtout que je travaillais avec des entreprises qui travaillaient qu'avec des étudiants. Donc, du coup, c'était plus facile de dire, OK, j'ai des examens, je vais prendre une pause pendant 3 semaines et après mes examens, je vais revenir. Donc, c'était un peu ça. Mais je conseille, c'est genre, moi, je dis, si tu as la possibilité, travaille plus pendant l'été, OK, mets de l'argent de côté. Et quand tu as les examens, tu peux dire, genre, tu fais un break et tu prends de l'argent sur tes épargnes que tu as fait pendant l'été. Tu vois, genre, mais pendant le semestre, normalement, si tu t'organises bien, tu peux travailler. Pourquoi pas? Genre, après, ça dépend de combien d'heures tu veux travailler et combien de charges tu as. Combien est-ce que tu payes pour ton loyer? Combien est-ce que tu payes des factures? Combien est-ce que tu payes ça, ça, ça? Donc, de faire au moins un plan détaillé. Parce qu'en tant qu'étudiant, en vrai, tu n'as pas besoin d'assez d'argent. En tant qu'étudiant, si tu as 1000 euros normalement le mois, ça te suffit. Tu ne payes pas un loyer à 800 euros ou quoi que ce soit. Tu vois un peu?
Ouais, ouais. Il y a plus une chose qui dit dans le chat que tu as le crank chat au pire des cas quand tu ne te sens pas prêt. Et puis, tu te prépares de nouveau. Donc, il est dans la logique que si tu ne te sens pas prêt, euh, tu peux, tu peux envoyer un crank chat pour ne pas composer la matière. Ouais, ça, Créola demande quel business tu fais. Pour savoir le business, tu dois contacter ou tu me contactes eBay. mhm. Euh, est-ce que tout le monde peut postuler pour le BAföG? Bon, c'est une question. Est-ce que tout le monde peut postuler pour le BAföG? Je pense pas. Je pense pas que tout le monde peut postuler pour le BAföG parce que BAföG en vrai c'est un comment on dit c'est un argent ou bien une aide que l'État te donne pour le travail que tes parents ont fait les années à venir. Donc ça veut dire quoi les taxes que mon père a eu à payer pendant des années, c'est ça que il me donne en partie pour financer mes études en fait. Le temps que donc je pense que pour les étudiants étrangers n'ont pas le droit au BAföG seulement sur certaines conditions, si tu es étudiant étranger. Mais si tu es étudiant résident, donc ça veut dire quoi, tu as tes parents qui travaillent en Allemagne, ok? Parce que certaines personnes, même, ils ont leurs parents en Allemagne, mais les parents ne travaillent pas, ils n'ont pas accès au BAföG parce qu'ils doivent avoir, ils demandent les carnets de paye de tes parents. Ils demandent des trucs comme ça, en fait. Donc, ça veut dire que les parents doivent déposer beaucoup de papiers, ils demandent beaucoup de papiers, en fait. Donc, ça veut dire quoi, si tu n'as pas tes un ou tes deux parents qui travaillent en Allemagne depuis des années, ça va, je pense que c'est minimum 3 ans. Minimum 3 ans, tes parents doivent travailler en Allemagne et payer les taxes régulièrement pour que ça passe. Et après, maintenant, il y a deux possibilités. Donc, la première possibilité, c'est ce que je vous ai dit. Et la deuxième possibilité, c'est genre, tu n'as pas aussi accès au BAföG si tes parents, ils gagnent trop d'argent. Okay? Donc, si tes parents, peut-être, gagnent assez d'argent pour pouvoir te soutenir pendant tes études, tu n'as pas accès. Et ça dépend aussi de combien est-ce que tes parents gagnent. Donc, par exemple, je pense que le maximum, c'était genre 800 € le mois que tu recevais du BAföG. Si ton père, il reçoit, par exemple, une somme qui ne peut pas t'aider, ou bien ta mère, ou bien tes parents. Et maintenant, si t'as genre, si ton père il gagne par exemple une somme moyenne, tu vas recevoir 400 €. Donc ça dépend un peu de ce que ton parent gagne et voilà, c'est comme ça qu'on détermine ce qu'on va te donner en fait. Non, c'est difficile pour un étudiant étranger dont les parents ne résident pas et ne travaillent pas en Allemagne d'avoir le BAföG. Je pense que c'est presque impossible même Voilà. parce que Et, ok, tu voulais encore ajouter quelque chose? non. Parce que je disais genre, sinon quand ils vont demander tous ces papiers-là, tu vas pas pouvoir les fournir. Tu vois, genre, je pense qu'il y a d'autres aides de l'État, mais pour avoir le BAföG, voilà, c'est comme une caisse de l'État fournie par voilà, les parents. Après, BAföG, c'est quelque chose que c'est en moitié, on va dire, un crédit parce que la moitié, tu dois rembourser à la fin de tes études. Ok, après c'est rien du tout en vrai. On a des questions en commentaire. Comment gérer son temps pendant la période scolaire et de concours? Et pour toi, quel est le secret de la réussite scolaire? Les deux Bah, la questions. on a répondu, donc peut-être tu vas regarder le live, sorry. C'est une question que j'ai vraiment parlé pendant longtemps, donc je vais pas répéter tout ça. Donc je regarde juste l'enregistrement que Eméon va mettre tout à l'heure. Donc pour moi, le secret, c'est quoi? Pour toi, quel est le secret de Le la réussite? secret de la réussite scolaire. Oh my God, je peux pas dire le secret de la réussite scolaire vu que j'ai pas terminé mes études. Donc je pense que pour dire genre c'est quoi le secret de la réussite scolaire, peut-être genre la réussite scolaire genre, pas à pas ou bien pour moi personnellement, je pense que c'est juste la discipline en fait. Peu importe ce que tu fais, que ce soit scolaire, privé, dans un business, quoi que ce soit, crois-moi c'est juste la discipline et la constance. Parce que si t'es pas discipliné dans ce que tu fais, il y a rien qui te donne. Si t'es pas constant en fait, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Ça aussi, j'ai eu ce problème-là aussi pendant quelques semestres. C'est genre, tu n'étudies pas pendant l'année, mais à la fin de l'année, tu veux faire genre, tu veux essayer d'apprendre tout à la fois et tu espères passer tout à la fois. C'est pas possible. Donc, c'est avoir cette discipline-là et la constance. Donc, ça veut dire quoi? C'est mieux de faire un peu pendant une longue période de temps. Donc, ça veut dire que, par exemple, tu te dis genre, OK, je fais un exercice chaque jour,
je fais 2 exercices chaque jour, je traite un cas par jour, ou bien pour moi, par exemple, j'avais des livres, les livres dont je vous ai parlé, où je traitais des cas, par exemple, je vais dire, genre, je vais traiter un cas par jour, etc., etc. Après, moi, je suis une personne, genre, avec le temps, moi, je dis, genre, en vrai, il faut pas se mettre de pression, parce que j'ai parlé avec beaucoup d'étudiants qui sont pas heureux, ou bien qui sont super stressés à cause des études. Après, je me dis, genre, on est jeune, ok, on est jeune, du moment où tu sais ce que tu veux, déjà la première chose c'est choisir déjà un cursus qui va te plaire. Ok, genre je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui choisissent des cursus parce que c'est facile d'entrer en Allemagne. Ok, j'ai entendu parler de ça. Ou bien par exemple ils vont faire des cursus parce qu'ils ont été recommandés par des personnes ou quoi que ce soit. Moi je ne conseille pas ce genre de choses là. Déjà ce qu'on recommande par des personnes parce que ce qui te retient dans un cursus, mais ce qui te permet d'apprendre vraiment parce que tu vas apprendre, c'est de l'amour pour cette chose là. Donc, si tu t'identifies pas avec la chose, ou bien si tu n'aimes pas la chose, bien sûr, pour toi, c'est comme de l'esclavage moderne, en fait. C'est genre, tu étudies, c'est comme si faut qu'on te frappe par derrière pour que tu puisses étudier et tout, et tout, et tout. Et vu que t'as personne qui va te frapper par derrière, du coup, t'es surmené, t'as un burn-out. Et déjà qu'il n'y a pas que ça. Il y a le travail, il y a la vie qui te stresse, il y a de tous les côtés. Donc, moi, je dis toujours, il faut essayer d'avoir une balance. Il faut essayer d'avoir une balance. Il faut faire les choses que tu aimes. Il faut être entouré de bonnes personnes aussi. Ça, c'est super important. Pas seulement des personnes qui chillent avec toi, mais quand c'est difficile, ils sont pas là. Donc, essayer d'être entouré de bonnes personnes, prendre les conseils des bonnes personnes. Ok, ça, c'est la chose, je pense, la plus importante. Ne demande pas des conseils à quelqu'un qui n'a pas les résultats que tu vas avoir. Si tu as une personne, il échoue chaque année, mais tu peux pas lui demander comment est-ce qu'il fait pour avancer à l'université. Il n'avance pas, en fait, frère. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Donc, essaie de demander vraiment des conseils à des personnes qui sont où est-ce que tu veux être, des personnes qui ont les notes que tu veux être si c'est dans l'université, des personnes qui ont, par exemple, s'il y a des personnes qui ont fait ton cursus et qui ont terminé les études et qui travaillent et qui gagnent bien leur vie, va chercher ce genre de personnes, en fait, parce que ça sert à rien de demander. Par exemple, si je suis dans un cursus avec Eméran, je sais qu'Eméran a les mêmes problèmes que moi, mais chaque jour j'ai un souci, je vais voir Eméran. C'est peut-être pour avoir son point de vue, mais c'est pas pour avoir un conseil de lui, en fait, parce qu'en vrai, il peut pas me dire que plus que ce qu'on le sait déjà maintenant. Ça veut dire que je vais essayer de chercher des personnes, même sur Internet. Pourquoi on a Internet, en fait? Pourquoi on a Instagram, TikTok? Moi, j'ai tellement de personnes qui m'ont contacté sur Instagram pour me dire, genre, j'ai vu que tu fais des études de droit. Comment est-ce que tu es entré en école de droit? Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a des personnes avec qui j'ai écrit des demandes pour entrer en école de droit. Donc, essayer de chercher, en fait, des personnes qui ont déjà fait cette étape-là que tu es en train de passer. C'est super important. Donc, avoir de bonnes relations, de bons contacts et la discipline et être constant. Moi, c'est ce que moi je conseille en fait pour cette question-là. Donc, je peux encore ajouter un petit truc à la réponse de Alex. Je pense que même après avoir eu tous ces conseils et en parler à plusieurs personnes, tu dois aussi te définir c'est quoi ton succès académique. Oui, yeah. Si ton succès académique est uniquement lié à la note, tu cherches à avoir ta note. Mais si tu penses aussi déjà à une carrière après tes études, il faut aussi tenir compte de cela lorsque tu te lèves chaque matin pour aller à l'université, lorsque tu prends ton cahier pour apprendre ou lorsque tu es dans tes cours. Je pense que je pense que c'est dans le même ordre d'idée. Je pense que ce que tu viens de dire peut aussi aller comme mot de conclusion, ou bien tu peux encore ajouter quelque chose aux étudiants pour conseiller les étudiants euh, de par de ton expérience jusqu'ici, quoi. Bah, j'ai déjà dit tout à l'heure en fait. Discipline, constance, bonne relation, c'est tout. En vrai. Et sacrifice. Beaucoup sacrifier. Genre, ne pas juste penser aux choses qui vont te... Par exemple, si je veux perdre du poids, je sais que manger gras ou bien manger des chocolats, c'est pas bien. Pour mes résultats, ok? Je sais que c'est pas bien pour mes résultats, mais je le fais. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment qui m'apaise maintenant. Mais en vrai, c'est que maintenant, en fait. Quand j'ai fini de manger ce chocolat, là, j'ai plus le goût dans ma bouche, en vrai. It's done. Vous voyez un peu, donc, et c'est pas de faire kurzfristige Bedürfnisse. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Des cours, comment on dit ça?
Les Les cours, satisfactions à court terme, quoi. exactement, les satisfactions à court terme. Pour moi, par exemple, une satisfaction à court terme, c'est de passer le week-end avec tes potes, pourtant tu as les devoirs qui sont ouverts, par Pourtant, exemple. tu as un examen dans 2 semaines, par exemple. Mais pour moi, ce sont des satisfactions à court terme. Parce que sur le moment, ça fait pas de sens. Bien sûr, tu te sens bien. Après, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas déprimer, tu vas procrastiner, tu vas pleurer. Mais pour toi, c'était plus important que tu sois avec tes potes qui n'ont pas peut-être le même problème que toi maintenant, ou bien que tu postes sur Instagram que tu étais à une soirée, en fait. Mais en vrai, les gars, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne, en fait. Ni tes potes, ni les personnes qui regardent ta story. C'est genre, t'es dans la merde et t'es dans la merde toute seule, en fait. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, je vais faire des choses juste parce que, ouais, je veux me détendre et tout. Est-ce que pour toi, c'est plus important de te détendre maintenant et d'être stressé pendant 2 semaines ou bien de sacrifier cette détente-là que tu penses que c'est une détente juste parce que ça te fait plaisir sur le moment pour avoir des résultats à long terme? Donc, pose-toi toujours la question, à chaque fois que moi je fais quelque chose, est-ce que c'est important pour moi ou bien est-ce que ça me rapporte quelque chose? Par exemple, ce live, je ne suis pas obligée de le faire, mais après, je sais que ça me rapporte quelque chose. Quoi? Déjà, je peux parler beaucoup français, déjà de un. Et deuxièmement, on répondra à ces questions-là. Je travaille aussi, en fait, sur moi. Donc, ça veut dire quoi? Ce sont des questions que moi-même, je ne me pose pas, mais le fait que vous me posez des questions ou bien que Eméran me pose des questions, ce qui fait que moi aussi, je réponds à ces questions-là que je ne me suis jamais posées moi-même. Donc, ça veut dire quoi? Si je voyais que ça m'apporte rien du tout, c'est un live où on va parler de je ne sais quoi. Mes frères, c'est que j'allais même pas mettre mon orteil ici, en fait, parce que ça me rapporte rien du tout, ni à moi, ni à vous. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais quelque chose qui va prendre de ton temps, parce qu'on dit toujours time is money, mais en vrai, le temps, c'est la chose la plus importante que tu as. C'est même pas seulement time is money, parce que ce temps-là, je pouvais lire un livre où je m'éduque. Voilà, si c'était pas ce genre de live, je pouvais lire un livre où je m'éduque, ou bien je pouvais faire un rendez-vous, où je pouvais aider une autre personne à atteindre un next level, où je pouvais faire 100 000 autres choses. Donc, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, franchement, pour ceux qui ont vraiment écouté ce live jusqu'à la fin, essaie de te poser la question avant que tu fasses quelque chose. Si une pote t'appelle et te dit genre, hey, je veux te voir, apprends à dire non. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Apprendre à dire non, en fait. Apprendre à dire non parce que parfois, tu dis non, même pas parce que tu as quelque chose à faire, mais parce que tu as besoin du temps pour toi. Et c'est OK. C'est OK. Parce que ce temps que tu passes avec toi là, tu vas réfléchir, tu vas réfléchir beaucoup de choses. C'est des choses qui vont t'aider dans ta vie. OK, donc essaie vraiment, 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 vraiment de travailler beaucoup sur toi aussi. C'est quelque chose que moi, je faisais pas à l'époque. Genre, je le faisais, mais c'était pas genre, c'était pas calculé en fait. Je disais pas, ok, maintenant je passe du temps avec moi et ok, déjà que de base, je suis une personne super solidaire. À l'époque, j'étais encore plus solidaire que maintenant. C'est-à-dire que je peux être enfermée dans une pièce pendant un mois, je vois personne et ça m'intéresse pas de voir quelqu'un. Je suis ce genre de personne-là en fait. Et maintenant, déjà, du coup, par rapport à mon business, j'ai commencé à travailler avec des personnes. Donc, du coup, c'est différent. Mais à l'époque, franchement, vous pouvez demander à mes amis, je peux être dans une pièce, je sors pas et ça ne m'intéresse pas de te voir, en fait. Parce qu'il s'agissait que moi, je me développe. Moi, j'apprenne à me connaître. Ce qui fait que maintenant, je sais gérer des émotions que beaucoup de personnes ne savent pas gérer. Par exemple, j'ai passé les fêtes toute seule. Pourtant, les dernières années, j'étais toujours en famille. J'ai passé les fêtes toute seule parce que j'avais du travail à faire. J'avais du travail à faire. Je me disais, genre, pour moi, c'est plus important de gérer ce travail-là maintenant pour plus tard donner peut-être la meilleure vie à mes proches ou aux personnes que j'aime ou les personnes qui comptent sur moi. Donc, ça veut dire quoi? Et ça m'a pas du tout dérangé. On me dit, genre, t'es pas triste ou quoi que ce soit. Je dis, genre, triste de passer du temps avec moi-même parce que si toi, t'es triste de passer du temps avec toi-même, c'est que t'es dépressive, en fait, et tu le sais pas. Tu le sais pas. Parce que les personnes qui sont toujours entourées d'autres personnes, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas entendre leur voix intérieure. Et quand ta voix intérieure te dérange, tu as un gros problème. Si ta voix intérieure te dérange, tu as un gros problème en fait. Et moi, c'est tout ce que je dis aux gens. Je dis genre, tu es la première personne qui doit t'aimer et t'accepter parce que si tu t'aimes pas et tu t'acceptes pas, personne ne va le faire pour toi. Personne ne va le faire pour toi. C'est comme dans une relation ou quoi que ce soit. Si tu n'es pas une personne qui t'aime, tu peux pas aimer une autre personne. Exactement comme ça pour un partenaire. Si tu as un partenaire qui ne s'aime pas, qui ne sait pas passer du temps avec lui-même, qui est toujours avec des amis, qui est toujours en train de faire ci, ça, tu vas pas attendre qu'il te donne de l'amour parce que ça signifie juste que cette personne-là ne s'aime pas elle-même. C'est tout.
Et c'est les choses qu'il faut entendre, en fait, parce que beaucoup de personnes sont toujours, ouais, mais il faut être gentil. Non, mais moi, je préfère les personnes qui vont me dire ce que je dois entendre que des personnes qui vont me dire que juste ce que je veux entendre, en fait. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit voilà, d'être honnête avec des personnes. Parce que moi, à chaque fois, même aux personnes de ma team ou bien à des amis à moi, je donne des conseils aux personnes que j'aurais aimé qu'on me donne, en fait, quand je savais pas ce genre de choses-là. J'ai appris des choses en un an et demi, j'ai appris tellement de choses où je me dis, genre, pour moi, c'est important quand quelqu'un commence même, genre, entre dans ma vie, si une personne entre dans ma vie aujourd'hui, je vais donner un conseil à cette personne-là que j'aurais aimé que moi, on me donne quand j'étais à ce point-là. Et c'est pas parce que je veux juste faire genre je connais trop quoi que ce soit. Non, c'est parce que je veux que toi, tu avances, même beaucoup plus que moi, en fait. Genre parce que pourquoi est-ce que, et c'est un peu, moi j'ai développé ça parce que je suis beaucoup dans le leadership et j'apprends beaucoup dans le leadership. Donc, et on dit toujours un leader, c'est quelqu'un qui crée une voie pour toi. Et c'est une personne qui est allée à un chemin pour te faciliter toi un chemin. Ok, donc ça veut dire que moi j'ai fait les erreurs. Bien sûr, on grandit des erreurs. Je dis pas que les gens ne vont pas faire des erreurs. On va toujours faire des erreurs, peu importe ce que je te donne comme conseil. Mais c'est important que si je connais quelque chose qui peut t'empêcher de faire beaucoup d'erreurs, je te donne cette chose-là en fait. Et parfois, c'est des choses qu'on ne veut pas entendre. On connaît ça des parents, des, euh, des personnes qui sont souvent plus âgées que nous. Parfois, on nous dit des choses, on se dit genre, pourquoi est-ce qu'il me dit ça et tout, nanana. Mais là, c'est ton ego qui parle. C'est pas parce que tu penses pas que c'est vrai en fait. C'est juste que tu as un gros ego et tu as tellement une petite personnalité pour ne pas accepter ça en fait. Et ça, c'est une mentalité qui nous retient petits. Donc, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, franchement, on va apprendre des autres. Apprenons vraiment des uns et des autres. Apprends à t'aimer toi et te positionner aussi toi, parfois même avant des personnes que tu aimes le plus. OK? Et être discipliné en fait. Être discipliné, travailler, faire des sacrifices. Voilà, prioriser le long terme par rapport au court terme. Et voilà quoi. Donc c'est tout en vrai. Donc j'ai beaucoup parlé ici. Donc, bon, Et, merci beaucoup pour ton temps, Alex. Nous allons plus tirer le live très long parce que il faut vraiment avoir de ces notions, mais il faut les appliquer. Donc, on ne doit pas exact. tirer. Et nous sommes dans la période, par exemple, où je suis de préparation des examens. Donc, si quelqu'un a tiré quelque chose ici, il ouvre ses cahiers avec la rage de vaincre. Bonne soirée à tous. Et à la prochaine, nous serons avec Arthur Emile. Lui aussi, il a réussi à faire 10 clasors en machine and bar. Donc, vendredi prochain, nous serons avec lui. Bonne soirée à tous. Guys. De rien.